Le long des routes, des ronds-points, partout les stigmates d'une île fracturée, en ébullition. Ici, dans le quartier de Rivière-Salée, au nord de Nouméa, plusieurs axes sont tenus par des Kanaks, le peuple autochtone de l'île. Là, on est en train de lutter pour notre dynastie par rapport à la coutume. Sur ce rond-point, ils sont une dizaine qui contrôlent les allées et venues des véhicules. Ah, il va rentrer là. Ah, stoppez la voiture. Faites sortir la voiture. Circulez, circulez. C'est à nous encore la terre. Il n'y a pas de métier, c'est le peuple kanak. Ah, la bonne. Ah, ici, c'est chez nous. Dans leurs mains, des haches, des couteaux, des machettes. Mais ça, c'est juste pour... C'est pas un arme, c'est juste pour faire montrer que nous, on est là. Ça, c'est pour couper les poids, pour faire la cuisine. La venue d'Emmanuel Macron n'a pas convaincu ces Mélanésiens. Ils rejettent le texte controversé sur le dégel du corps électoral qui menace, selon eux, la culture kanak. Il enlève le texte, les barrages automatiquement ils se lèvent. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Mais c'est l'État. Parce que c'est l'État qui veut passer en force. Et l'État français, vous n'en voulez plus, comment on peut le dire? Ben, on ne veut plus de l'État. Je veux dire, avec ce comportement-là, on ne peut plus continuer comme ça. Des manifestants déterminés à ne pas lever les barrages. Pourtant, Emmanuel Macron a exigé un retour au calme avant de négocier. Une impasse. Une poudrière avec deux mondes qui s'opposent. On est armés, voilà, armés avec ça là. D'un côté, de jeunes émeutiers kanaks. On lâche pas, jusqu'à qui va retirer le texte là qui va voter. S'il faut mourir, on reste là sur les barrages. De l'autre, les habitants originaires d'Europe qui s'organisent en milices. Ils auraient très bien pu arriver et puis nous tirer dessus. Depuis près de 15 jours, la Nouvelle-Calédonie vit une poussée de fièvre, comme elle n'en avait pas vu depuis les années 80. Autour de l'aérodrome de Nouméa, les assauts des émeutiers sont fréquents. Cette zone stratégique, en plein cœur de la capitale, est protégée par l'armée. Les assaillants se rapprochent. Les militaires usent de lacrymogènes et grenades assourdissantes pour les tenir à distance. Pendant 30 minutes, les deux camps s'affrontent. Au même moment, un hélicoptère prend son envol. À l'intérieur, Sonia Backès, la présidente de la province sud. Depuis les airs, elle souhaite prendre la mesure des dégâts de ces derniers jours. C'est affolant, c'est triste. Et tout est détruit, tout est cassé. On a une ville, une île magnifique, hyper développée. Et tout est parti en fumée. L'étendue du désastre est saisissante. On ne sait pas comment on se relève de ça en fait. On voit tout ce qui a été brûlé, 80% du tissu économique a été brûlé, magasins alimentaires, industrie, tout ce qui s'est trouvé sur leur chemin, ils l'ont brûlé. Des panaches de fumée sont toujours visibles. Certains incendies, comme dans ce supermarché, durent depuis plusieurs jours. Mais l'accès est trop dangereux pour les pompiers. Alors les flammes rongent les bâtiments, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus rien à dévorer. Ce grand ruban, c'est l'autoroute qui relie le centre-ville de Nouméa à l'aéroport international. Blindés et véhicules militaires en contrôlent l'accès. 76 barrages ont été dégagés, mais la route n'est toujours pas rouverte au public. Car aux abords, la menace reste présente. Ils ont remis des barrages là, ouais. Là, c'est des barrages, on les voit sur la route secondaire, donc on ne peut pas accéder au Médipôle par la route secondaire, il y a les bâches. Tout à coup, la situation se tend. Le pilote vient d'être informé qu'il a été repéré par des émeutiers. Il est obligé de dérouter son appareil. C'est possible d'être trop visible en hélicoptère et de se faire tirer dessus? Vu les arbres qu'il y a en circulation, on n'est jamais à l'abri. Donc oui, c'est possible, c'est pour ça que je garde une altitude de 1500 pieds et on va assez vite.
C'est en fait l'élu qui est visée. Elle est évacuée en urgence sur une petite île. Apparemment, certains m'ont identifié sur le rond-point qui précède l'aérodrome. Et donc, a priori, ma sécurité n'est plus assurée en se posant à l'aérodrome. Donc, l'idée, c'est de trouver un autre endroit pour se poser. Mais c'est pas la première fois, puisque ils ont cru que j'étais dans un hôtel retranché il y a quelques jours et ils sont venus me chercher cagoulée dans l'hôtel. Il se trouve que j'y étais pas. Sonia Baquès est la chef de file des loyalistes, ceux qui veulent maintenir la Calédonie dans la France et qui souhaitent que la population d'origine européenne soit mieux représentée dans les instances politiques. Dans les émeutes, son propre père a été pris pour cible, caillassé, sa maison brûlée. Il a même dû être exfiltré par le GIGN. Ça fait des années que je défends la démocratie en Nouvelle-Calédonie, que je défends le dégel du corps électoral, que je défends le maintien de la Calédonie dans la France. Donc effectivement, ça leur fait un symbole. Ce texte a mis le feu aux poudres dans un territoire à l'équilibre précaire. Depuis les accords de Nouméa, il y a plus de 25 ans, la Nouvelle-Calédonie cherche un avenir commun aux populations autochtones et à celles originaires d'Europe et d'ailleurs. 3 référendums serrés et contestés ont maintenu la Calédonie dans la France. Avec le vote d'élargissement du corps électoral, les indépendantistes se sont soudain vus dépassés par une frange plus radicale. On lâche pas, jusqu'à le qui va retirer le texte là qui va voter. Là non, on lâche pas. On reste jusqu'à s'il faut mourir, on reste là sur les barrages. Ils sont passés il y a 5 minutes. Des jeunes Kanaks devenus incontrôlables, certains alcoolisés. Simon, 34 ans, n'a pas quitté son poste depuis une semaine. Et voilà, les passants, ils passent habitués. Il y en a qui passent avec le pain, ils nous déposent du pain, de l'eau, boissons hygiéniques. Du coup, c'est tranquille. Il y a les habitués, déjà, ils nous connaissent ici sur les barrages. Armés de lance-pierres, ils sont prêts à en découdre avec ceux qui ne comprennent pas leur position et qui sont favorables au dégel du corps électoral. Tout ce que vous entendez, qu'on est essoufflé et tout là, on n'a pas essoufflé nous. On attend que ce texte-là il soit retiré parce que ce texte-là c'est l'élimination du peuple kanak. Déjà qu'on est minoritaire, s'ils font passer ce texte au congrès de Versailles, nous on est foutus. C'est ça qu'ils ne comprennent pas là-bas. Déjà on est minoritaire chez nous. Une jeunesse qui se sent victime de racisme. La plupart vivent dans des quartiers défavorisés du nord de Nouméa, comme ici à Koutio, où des affrontements opposent les gendarmes aux émeutiers. Sous un prénom d'emprunt, Alka accepte de répondre à quelques questions. Vous avez quel âge, vous Moi, j'ai 25 ans. Vous faites quoi dans la vie? Là, je suis à la recherche d'emploi, mais voilà, c'est dur à trouver du travail. On dépose des CV, tout ça et tout, mais ça aboutit toujours à rien. Alors qu'il y a des gens qui arrivent de métropole, ils ont déjà du boulot là dans les mois qui suivent. Voilà, du coup, pour ça aussi, c'est ça qui... Ça fait partie des revendications et du ras-le-bol général. Voilà, il y a des choses comme ça. Alors qu'il y a des gens ici, des fois, ils ont des diplômes pour travailler ici, mais ils les mettent pas, ils préfèrent mettre entre parenthèses, des blancs, quoi, hein, on va pas se mentir. Du coup, voilà, quoi, c'est ça. Ça fait partie de la colère, c'est ce que voilà. vous ressentez. Après, il y a plein de choses après qui sont reliées aussi, voilà, tout ça, quoi. Des gels, plus les choses comme ça, et du coup, voilà. C'est... Ok, bon, on va y aller. Le tournage s'arrête brutalement. Un riverain menace notre équipe venue de métropole. Une hostilité assumée envers les Blancs, qui ravive les tensions et le spectre d'une guerre civile. Chaque soir, à la nuit tombée, ces Calédoniens d'origine européenne montent la garde, de crainte que leur maison ne soit attaquée. Ce rond-point est l'accès principal au quartier résidentiel sud de Nouméa, une barricade aux avant-postes. J'étais au téléphone avec un poste de vigie qui est plus haut. Ils regardent toute la nuit et quand il y a des trucs un peu bizarres, ils nous préviennent. Des instituteurs, retraités, chefs d'entreprise qui s'organisent pour protéger leur maison. Chacun à son poste.
Mon rôle, c'est d'être sniper lumineux, c'est-à-dire à la fois d'avertir les gens qu'on est là, de leur montrer le chemin aussi, parce que c'est pas forcément visible, et puis aussi de checker ce qu'il peut y avoir à l'intérieur des véhicules. Est-ce qu'il y a une personne, deux personnes, plusieurs personnes? Allez, on se planque! La meilleure cachette, derrière une porte blindée. Elle est extrêmement lourde parce qu'elle est remplie de ferraille. C'est une bonne cachette pour la nuit et c'est une bonne cachette aussi si jamais il y a un coup de feu. Une odeur de pneus brûlés inquiète. Ses habitants utilisent toutes les ressources à leur disposition pour lever les doutes. On a reçu un signalement d'une personne suspecte circulant sur un axe, donc je vais aller voir ce qu'il en est. Un quartier où ça chauffait pas mal les dernières nuits et au début, le quartier de Tuban notamment. Là, ça a l'air d'être assez calme, il n'y a pas de source de chaleur ni de flamme à l'horizon. Chaque véhicule est contrôlé, comme celui de cette dame âgée. J'habite à Sunset, bonjour. À Sunset, on est un peu en retard. Oui. Là, ne vous inquiétez pas, il y en a qui sont en retard aussi également. Oh, doucement! Un automobiliste refuse le contrôle. Alors le ton monte en quelques secondes. Ouais, tapez pas sur la voiture quand même, hein? Cette fois-ci, la voiture s'éloigne. Mais il y a 2 jours, un individu suspect s'est présenté devant cette barricade. Il y a 2 jours, on a refusé, il y a un homme qui est arrivé, il avait sa bière à la main, on lui a demandé d'ouvrir son coffre, il a dit non, ça s'ouvre pas, on a quand même ouvert parce qu'on est quand même vigilant et qu'il est 2h du matin, on est quand même en couvre-feu, donc la personne n'a pas à être là à la base. On a ouvert, il y avait 10 pneus dedans, une bouteille de gaz et des clés à choc. 2h du matin, une personne alcoolisée, seule, avec 10 pneus dans la voiture et une bonbonne de gaz, par les temps qui courent, c'est pas normal. Barrage filtrant et contrôle d'identité. Ses habitants ont choisi d'endosser le rôle des policiers. Deux kilomètres plus loin, c'est Laurent qui prend les choses en main. Ça va les gars? C'est cool ce soir? Depuis quasiment 2 semaines, il passe ses nuits ici, à surveiller, avec chaque soir le même uniforme. Un masque pour dissimuler son visage par peur des représailles des émeutiers. Comme ils passent dans la journée et qu'ils filment, c'est pour éviter aussi qu'ils nous reconnaissent et qu'ils communiquent entre eux sur les personnes qui protègent les quartiers. Il y a certains véhicules, là, il y en a un qui vient de passer il y a 2 secondes, sur lesquels ils avaient masqué leurs plaques pour éviter d'avoir des représailles par la suite. Au début des émeutes, ce chef d'entreprise de 54 ans a été marqué par les images des forces de l'ordre débordées. Dès le premier soir, on les a vus revenir complètement défoncés, attaqués de partout, dans des états de fatigue, les yeux exorbités et ce genre de choses. À ce moment-là, sur leur barrage, Laurent et ses collègues comprennent qu'ils font face à un groupe déterminé. Et il y a certaines personnes des renseignements généraux qui sont venus nous voir en pleine nuit en nous disant qu'il y avait une menace à ce niveau-là, qu'ils étaient lourdement armés, qu'ils avaient été formés. Et donc, à 150 ou 200 mètres, ils pouvaient nous shooter. De quoi alimenter les pires rumeurs et terroriser la population. Là, vous avez la mer qui est là. Ce sont des super marins, les Mélanésiens. Ils auraient très bien pu arriver à une dizaine, une quinzaine de bateaux, se mettre en poste et puis nous tirer dessus. Donc, c'était vraiment flippant et voilà. Une crainte, celle que la situation dérape et se transforme en guerre civile. Depuis presque 15 jours, 7 personnes sont mortes sur l'île, dont 2 gendarmes, un Calédonien d'origine européenne et 4 Kanaks. Cet homme, qui a voulu rester anonyme, a été témoin de la mort de 2 jeunes Kanaks la semaine dernière, 2 cousins, un homme d'une vingtaine d'années et une jeune femme âgée de 17 ans. Il a accepté de nous raconter la scène à laquelle il a assisté. Ils avaient volé une voiture. Ils sont sortis avec du quartier, puis après voilà, il y a eu les 2 coups de feu. La fille s'est sauvée. La fille s'est fait tirer par derrière, le garçon s'est fait tirer dans la voiture. D'après lui, les 2 cousins n'étaient pas armés.
Il assure qu'ils ont été visés par le propriétaire du garage automobile où la voiture venait d'être volée. Le tireur présumé est aujourd'hui placé en détention provisoire. C'est une personne qui fait partie de la milice. Parce qu'il y a la milice qui tourne aussi. Nous, tous les soirs, on voit les miliciens tourner avec leurs fusils de chasse. D'après les services de l'État, 100 000 armes seraient en circulation sur l'archipel, l'équivalent d'une arme à feu pour 4 habitants. Un ratio impressionnant. Une spirale de violence entre deux camps. Et au milieu, un quotidien chaque jour paralysé un peu plus. Depuis le début des émeutes, la seule route de la presqu'île à la Dorade qui mène à Nouméa est jonchée de barrages. 13 km jugés trop dangereux pour y circuler. Alors ce matin-là, Anne débarque en bateau dans la capitale calédonienne avec une mission bien précise. En fait, on est venu à Nouméa pour faire le ravitaillement des familles qui habitent sur notre presqu'île. Donc plein de sacs à bas vides pour pouvoir les remplir pour rendre aux familles ce soir qui en ont le plus besoin. Direction le supermarché. Et il faut s'armer de patience. En plein soleil, la file d'attente est conséquente. Même pendant le Covid, on n'a jamais fait des files comme ça. Non, non, c'est une situation qui a été impensable pour nous il y a 10 jours, quoi. On s'organise entre nous et on survit. Donner à manger à nos enfants et être en sécurité, c'est tout. Avec sa liste à la main, Anne arrive enfin à rentrer dans le magasin. Bonjour, merci. Bonjour. Et il faut faire vite. Les consignes sont strictes. Pas question par exemple de rester plus de 15 minutes dans les rayons et de dévaliser les stocks. Ce sera 2 articles par type de produit par passage en caisse. 2 briques de lait, 2 bouteilles d'eau, 2 kilos de fruits et légumes. Anne remplit son panier au maximum. Je pense que je ne dois pas être loin des 2 kilos, donc je vais faire le test. Et si jamais j'ai encore un peu de place, je prendrai des kiwis. Tout est rationné. En plus des fruits et légumes, cette mère de famille voudrait aussi ramener des produits frais. Au niveau de la viande en frais, il n'y a pratiquement rien, donc on va prendre en surgelé. Anne et ses proches sont obligés de s'adapter. C'est sportif. Je ne suis pas une habituée des courses en plus, mais voilà. On n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait aujourd'hui, mais on fera avec ce qu'on a trouvé. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bon courage. Des habitants qui s'organisent comme ils peuvent et d'autres qui ont déjà tout perdu. Depuis le début des émeutes, Nouméa vit sous un épais nuage de fumée. Au nord-ouest de la ville, le quartier industriel de Ducos. Aujourd'hui déserté, il n'est plus qu'un immense amas de tôles brûlées et d'entrepôts mis à sac. Des centaines de magasins ont été réduits en cendres. Sur le parking de ce concessionnaire automobile, 300 véhicules carbonisés et un hall d'exposition entièrement noirci par les flammes. Là, une station-service totalement détruite. La Chambre de commerce et d'industrie estime qu'il faudra 1 milliard d'euros pour restaurer les 350 entreprises dévastées. Et parmi elles, celle de Denis, 75 ans. Je vous emmène sur le point de départ du... Un magasin de fournitures agricoles qu'il a lui-même bâti lors de son arrivée en Nouvelle-Calédonie, il y a 54 ans. Le travail de toute une vie. Ça, c'est l'arrière de mon entrepôt. Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. On ne peut pas savoir exactement où a été mis le feu, etc. Une chose est certaine, c'est que ça a commencé quelque part là, dans ce magasin-là, et ça s'est propagé ensuite sur notre zone à nous. 2000 mètres carrés, partis en fumée. Là, il y avait des impatiences de Nouvelle-Guinée dont on recevait les graines de métropole. Et bien voilà, tout ça, c'est archi cuit, c'est mort, c'est fini, quoi.
L'incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi. Tous les magasins du secteur sont dans le même état, totalement ravagés. Des dégâts que Denis chiffre aujourd'hui pour son entreprise à 1 250 000 €. Je ne pouvais surtout pas imaginer l'ampleur du désastre. Ça, c'était inimaginable dans ce petit pays. Franchement, je n'imaginais pas mes vieux jours comme ça, quoi. Vous allez reconstruire, c'est ça l'objectif? Nous essaierons. Nous avons déjà des idées sur la façon dont on va remettre le pied à l'étrier, puis se remettre en selle, si je peux me permettre cette image. Tenter de reconstruire et d'envisager l'avenir. Même si pour l'instant tout semble incertain. Lors de sa visite, Emmanuel Macron a promis que la réforme électorale si contestée ne passerait pas en force. Il s'est engagé à faire un point d'étape d'ici un mois.